Et salutations les geeks, bienvenue à vous, c'est Purankoun, bienvenue sur Geek Chronicle TV. Ah bah ça fait plaisir de vous voir, hein, mine de rien ça fait... Bah ouais, avant le Covid hein, que j'avais pas fait de vidéo, donc très très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, aujourd'hui, bah, je vais vous présenter une campagne de jeu de rôle que j'ai déjà commencé à masteriser il y a... Ouais, ça fait quand même un petit moment déjà, parce qu'on a déjà tourné au moment où vous allez voir cette vidéo. On a déjà fait plusieurs sessions. Bon, par contre, je tiens à m'excuser parce que les deux premières sessions, j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Donc du coup, ce sera un petit résumé. Mais grosso modo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va jouer dans un setting Sanseiya avec le système Anime Was a Mistake. Donc Anime Was a Mistake, c'est un système, pour vous faire grosso modo une idée, c'est un système de jeu de rôle qui permet d'émuler n'importe quel univers de manga ou d'anime. Alors je vais pas vous expliquer tous les détails, hein. Si vous voulez, je vais vous mettre un petit lien en description vers la chaîne de mon bon ami Pierre, la Minute Rolliste, qui se fera une joie de vous présenter ça, tout ça en détail. Et puis de toute façon, c'est des mécanismes assez simples, hein. Vous allez voir que au fur et à mesure de l'aventure, vous allez le découvrir, donc ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Du coup, cet épisode 0, il est là avant tout pour vous expliquer le setting, en fait, dans lequel les joueurs ont fait. Donc je vais vous expliquer les choix que j'ai fait scénaristiquement par rapport à l'univers de Saint Seiya en général. Et, euh, et aussi, du coup, bah, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour, si vous voulez, créer votre propre campagne de jeu de rôle dans l'univers de Saint Seiya. Voilà, quelles sont les petites astuces ou les petits trucs que je peux vous conseiller. Voilà. Bon, ben sur ce, on va attaquer. Voilà les petits amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je suis désolé, hein, j'aurais voulu la sortir avant, mais ça a été très long, hein, parce qu'il faisait chaud et tourner avec un fond derrière et tout ça. Enfin bref, avec la lumière c'est infernal, hein. En plus en ce moment avec les chaleurs, c'est juste pas possible. Normalement les autres vidéos devraient arriver sous l'épisode 1 très rapidement. En tout cas je vais faire le maximum pour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, éventuellement à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir d'être soutenu, et la petite cloche de notification, si des fois vous avez envie d'être prévenu hein, quand une vidéo va sortir. Et sinon, quoi dire d'autre? Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous, lisez des mangas, faites du jeu de rôle, et puis voyez vos amis IRL, c'est important aussi. Et sur ce, à la prochaine. Ciao les geeks. Ciao! Walou. Alors on se retrouve là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors par contre je m'excuse, il fait vraiment trop chaud et j'ai à chaque fois la flemme de cut, à chaque fois que je fais des... ou est-ce que je fais des erreurs, donc là ça va être tout d'un coup Vania, je vais essayer de faire ça bien. Donc là comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, donc Artemis Chapter, que vont jouer les joueurs? Eh ben ils vont jouer des chasseresses d'Artemis. Pourquoi j'ai choisi ça? Ben, je voulais faire quelque chose d'original, et je me suis dit refaire jouer les chevaliers de bronze, type Seiya et compagnie, ou même d'autres. Je me suis dit, ouais, en vrai, c'est pas fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de la chronologie, ça va se passer après l'arc Hades, mais on va dire j'ai changé d'univers, dans ce sens où, je sais pas si vous vous souvenez, l'arc sanctuaire, à un moment on voit Seiya et ses amis, donc en avion et tout, donc même des fois il y a une poursuite avec Kiki et ses chevaliers, voilà, dans les rues de je sais plus quelle ville, donc ça se passe, Saint Seiya, on va dire, la série originale, ça se passe à l'époque moderne, même si on va dire que tout au long de l'arc Poséidon, Asgard, bon, on perd un petit peu ce côté moderne, et du coup c'est dommage, dans ce sens où, ben, si t'as un univers, exploite-le à fond. Et je trouvais que là, le fait de la mythologie, les chevaliers, moi je préfère par exemple la période le Sanseiya Lost Canvas, où là on est vraiment sur de l'antiquité médiévale, enfin c'est un petit peu un mélange des deux, et je trouve que ça s'adapte beaucoup mieux à ce genre d'univers. Donc moi j'ai décidé, on va dire, de suivre la série originale, mais de faire comme si ça s'était passé, on va dire, à la période de Lost Canvas, c'est-à-dire en mode vraiment antiquité, antiquité quoi. Pourquoi j'ai choisi la fin de l'Arcades? En fait, ça va être assez simple. Déjà, je vais déjà me connecter à la partie. Ouais, ce sera bien mieux. Parce qu'au niveau de mon scénario, au niveau de l'histoire, j'ai prévu que dans les enfers, donc comme vous savez au niveau de la mythologie, donc il y a les titans, les cyclopes, les hécatonchires, tout ça qui sont enfermés en enfer. Et moi j'ai choisi dans mon setting de dire que le sceau d'Uranos, en fait c'est le sceau qui scelle
les immenses portes d'airain donc, qui mènent au Tartare. Et chaque divinité, enfin les plus puissantes divinités, ils ont mis un petit peu de leur puissance dans ce sceau pour éviter que les titans sortent. Mais à chaque fois du coup on va dire qu'il y a eu un souci avec une divinité, donc Poséidon, surtout Hadès, ben, le sceau commence tout doucement à s'effriter. Et en enfer, le problème c'est que si Hadès n'est plus là pour diriger les enfers, ah ben c'est un peu la merde. C'est-à-dire que ben, les enfers, ils ont besoin d'un chef. Alors je vais prendre un exemple, mais qui est peut-être pas forcément parlant, mais c'est le premier qui me vient en tête, c'est le roi Lich Je suis fatigué, désolé avec la chaleur, dans Warcraft. S'il n'y a pas de roi Lich, le fléau mort-vivant n'est plus contrôlé. Donc là, en enfer, c'est un petit peu la même chose. Hadès, c'était le geôlier, le gardien des enfers, dans la mythologie grecque, et s'il est plus là pour, on va dire, gérer tout ça, ah ben, vous pouvez vous douter que ça va entraîner pas mal de soucis. Et surtout, donc là, on va dire le camp d'Athéna a gagné. Le problème, c'est qu'il en est ressorti extrêmement affaibli. Et dans ce lore, Athéna doit en plus de défendre son territoire autour d'Athènes et sur la partie de la terre qui lui a été attribuée, mais elle a aussi envoyé ses chevaliers en enfer pour essayer de réguler un peu la situation. Donc elle est affaiblie et elle doit se battre sur deux fronts. Donc vous pouvez bien imaginer qu'il y a forcément des divinités qui vont en profiter. Et alors, je vais pas trop vous spoiler ce qui est arrivé à Athéna après l'Arcadès dans la partie que je fais jouer. Je vous laisse ça découvrir ça plutôt en partie. Donc ça c'est vraiment on va dire le setting que les joueurs ont découvert. Euh, alors ce qui se passe bien avant, il se passe d'autres choses au niveau des divinités, mais ça j'ai fait une petite vidéo explicative pour vous dire en fait plus par rapport à Artemis et sa relation avec les divinités. Donc ça, je sais pas si je vais la mettre après. Je verrai au montage. Soit je vous la mets vraiment après, ou soit je la mettrai au début de la première vidéo pour faire une espèce d'intro vraiment sympathique. Je vais pas encore décider, ça je verrai. Mais maintenant, rentrons dans le sujet. Au niveau, donc comme vous voyez là, donc on a Artemis et Déméter. Et là, vous allez me dire pourquoi Artemis et Déméter. Eh bien, dans le setting que je fais jouer, il se trouve que Artemis a détaché, on va dire, une partie de la Terre qui lui était attribuée, hein, donc son sanctuaire, et elle a décidé, du coup, d'en faire une espèce de grosse île, un petit peu comme l'île des Amazones, je sais plus le nom. Et cette île, donc, elle est dirigée par Artemis, mais il y a aussi Déméter. Alors je vais vous expliquer on va dire comment j'ai découpé mon setting. Le truc c'est que quand vous faites un setting Senseiya, eh ben, il faut définir une divinité. Donc bon, si vous prenez Hadès, Athéna, on va dire que tout est déjà créé. Mais ici, je me suis dit attendez, Artémis c'est la déesse de quoi et comment on va faire pour on va dire les différents ordres de sa chevalerie. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous le montrer. Alors par contre, je vous montre pas ce qu'il y a ici, hein, parce que sinon ça va un petit peu vous spoiler. Euh, Où est-ce que j'ai mis ça d'ailleurs? euh... euh, 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 Sanctuaire d'Artémis. Ah voilà, c'est là. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu qu'Artémis c'est la déesse de la chasse, je me suis dit, faire des armures qui correspondraient aux différentes créatures mythologiques, ça pourrait être pas mal. Je vais vous donner un exemple au niveau des joueurs. Je retrouve là. On a par exemple Sirène, qui est la chasseresse lunaire du Ladon des Hespérides. Donc le Ladon des Hespérides, hein, c'est une créature mythologique. On a Aïcha du Pégase du Mont Lycon, et Emma de la Harpie du lac Stymphal. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa, hein. Alors au niveau de la répartition dans la chevalerie d'Artémis, le plus haut rang, ce qui correspondrait à, on va dire, au chevalier d'or, mais avec encore un niveau au-dessus, il y en a 4. Et à chaque fois, elles correspondent à 4 saisons et à une armure précise. Donc par exemple, on a, je vais vous montrer ici, où est-ce que je les ai mis, les gardiennes du sanctuaire d'Artémis. Elwë Wirdulf, donc qui est la gardienne de l'hiver éternel, et elle, du coup, son armure, pourquoi je l'ai enlevé, c'est l'armure du lion de Némée. C'est plutôt classe avec l'illustration, je trouvais que c'était un petit peu raccord. On a Cyneria Witzinger, donc qui est la gardienne du printemps silencieux. Donc elle, c'est la biche de Cérini. Donc vu que c'est une créature
centaurienne, enfin femelle centaure, je me suis dit que ça passait plutôt bien. Bon après les deux autres, on va dire, bon je vais vous les présenter, hein, comme ça c'est fait. Donc on a pour le gardien de l'automne silencieux, qui est le dormeur, pas trop ce qui c'est, un mystère, je garde un petit peu de suspense, et Eurystrae, qui est la gardienne des jardins de l'été. En sachant que si vous avez été attentif, vous voyez que chacune des zones est ici délimitée par la couleur qui lui correspond. Très brièvement, il faut se dire que tout ce qui est en bleu, c'est vraiment le bord, les extrémités, et c'est une zone qui est arctique, très 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 froide, vraiment, il faut imaginer genre le pôle Nord, quoi. Et du coup, on retrouve pas quelques zones que j'ai notées là, donc le marais de l'agonie et la forêt de sombre murmure. Ensuite, quand on passe au niveau de la montagne, qu'on redescend, on a donc les collines de l'automne silencieux, voilà, avec des forêts. Donc vraiment, c'est vraiment, il faut imaginer, alors je sais plus c'est quoi le nom de cette zone d'en haut, en Pandarie, où c'est vraiment une zone avec que des arbres, comme si c'était l'automne en fait. C'est-à-dire brun, orangé. euh, je m'excuse, il fait vraiment trop chaud, hein, 2 secondes. Je commence à avoir la bouche un peu pâteuse, je suis vraiment désolé. C'est pas très agréable à écouter. Donc voilà, donc une zone où il y a des nymphes qui sont vraiment très très calmes, c'est vraiment une zone relax. Et ensuite, un peu plus à l'intérieur des terres, on a les plaines du Val-Joyeux, donc qui correspond au printemps. Et tout au centre, donc ce serait, on va dire, ici, clac, donc ici, eh ben, on a le sanctuaire d'Artémis, dans lequel il y a Artémis, mais aussi Déméter. Et la reine, alors la reine, vous allez voir c'est quoi dans... Sûrement dans le premier épisode, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est donc 4 saisons, 4 zones, 4 gardiens. C'est voilà, l'équivalent des chevaliers d'or plus plus. Ensuite, on a les chasseresses stellaires, lunaires et les forestières. Alors en sachant que dans le sanctuaire d'Artémis, c'est un petit peu spécial, dans le sens où chasseresse stellaire et chasseresse lunaire, c'est pas l'équivalent de chevalier d'argent et chevalier de bronze. En fait, ils ont des fonctions différentes. Les stellaires, attendez, pas que je dise de bêtises, hein, je dirais, je vais me faire défoncer. Non, c'est ça. Les stellaires, elles ont tendance à plus rester à l'intérieur du sanctuaire d'Artémis, et les lunaires, elles ont tendance à justement plus, entre guillemets, elles servent souvent généralement de diplomates, on va dire, à l'extérieur, donc ça fait que ça reste quand même des combattantes, hein, on va pas se mentir. Et les forestières. Alors les forestières, c'est un peu spécial, il faut imaginer que ce serait plus la garde rapprochée de Déméter. Donc quand elle est en déplacement, ou quand elle a besoin, on va dire, entre guillemets, de leur service. Donc voilà. Mais le truc, vous allez me dire, il manque quelque chose. Parce que les chevaliers d'or, ils ont une armure en or, chevaliers d'argent, argent, bronze, bronze. Les surplices, de mémoire, il me semble que ils sont faits en airain, c'est la matière des enfers. Donc, accessoirement, c'est aussi avec ça que sont faits je crois que c'est les 3 remparts qui protègent qui entourent le Tartare, donc la prison des titans, etc. Les marinas de Poséidon, il me semble que c'est l'oricalque. Alors, l'oricalque, pour moi, je vois un minerai rouge écarlate, plutôt magenta. Un petit peu, vous voyez, comme il y a dans le jeu, comment il s'appelle, les dieux d'Olympe, le jeu stratégie, à un moment, on voit cette espèce d'oricalque rouge, moi je l'imagine vraiment comme ça. Et du coup, je me suis dit, là, pour les armures, qu'est-ce qu'on va prendre comme matière, en fait, par rapport à... Il faut quand même que c'est un style. Donc je me suis dit, le métal lunaire, donc Artemis, la lune, enfin vous voyez où je veux en venir, quoi, voilà. Donc je me suis dit, donc ça ferait un métal qui serait, voilà, qui aurait des reflets un petit peu lunaires. Donc j'ai pris, c'est des illustrations, hein, que j'ai pris sur internet. Donc là on a l'armure plus plus d'Artemis. Et puis sinon les autres chevaliers, vous voyez que c'est des petites teintes. Alors ce qui est marrant, enfin marrant, par rapport aux armures, c'est que les stellaires, elles n'ont pas toutes le même coloris. Pareil pour les lunaires. Vous pouvez avoir très bien des coloris un peu vert, doré, bleu, violine. Ça dépend vraiment plus de l'armure en elle-même et on va dire de la créature mythologique qu'elle est représentée. Alors, juste oui aussi, petite précision sur les habitants donc du sanctuaire d'Artémis. Vous avez pu voir que dans les gardiennes, on a bah, du coup une elfe, on a une centaure, on va dire plutôt une dryade, centaure, femelle, appelez ça comme vous voulez. Pour Oristrae, c'est une race un petit peu spéciale.
Pour le moment, je donne pas trop d'informations là-dessus, parce que du coup, elle est la seule représentante, entre guillemets, de son espèce sur le sanctuaire d'Artémis. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler, pareil pour les autres, hein, je vous laisserai découvrir leur histoire en partie, je trouve ça plus sympathique. Faut bien se dire que sur le sanctuaire d'Artémis, Artémis c'est aussi la déesse de la virginité, donc il y a que des femmes, mais il y a des nymphes, comme je l'ai dit, il y a des elfes, bon même si hein, on va dire dans Saint Seiya, on va dire que les deux c'est un petit peu les mêmes, un peu de choses près. Mais il y a aussi, en fait, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont nés sur l'île et ceux qui ont été, on va dire, recrutés par Artemis ou par une de ses chasseresses et qui ont du coup été intégrés à l'île et enfin à son domaine. Et du coup, c'est intéressant parce que dans les joueurs, sur les trois joueurs que j'ai, il y en a deux qui sont originaires de là, mais il y a un des persos qui vient, on va dire, de la Terre, donc en Grèce. Et c'est intéressant en jeu parce que du coup, ben, entre ceux qui viennent de l'extérieur et ceux de l'intérieur, ben, elles n'ont pas le même rapport avec l'univers, elles n'ont pas les mêmes connaissances, et du coup, ça forme un tout assez harmonieux au sein d'un groupe, et du coup, ben, quand ils vont aller, on va dire, sur la Terre, donc là, c'est le personnage de Sirène va pouvoir leur donner des infos qu'elles n'ont pas, parce qu'elles n'ont jamais quitté le sanctuaire, et quand ils sont au sanctuaire, eh ben, du coup, euh, Ocha des Pierres vont pouvoir donner à Sirène des infos voilà, sur ce qui se passe. Basiquement, avant que j'oublie, donc ça c'était la dernière petite information. Et voilà, hein, je crois qu'on est tout bon les amis. Voilà. Alors du coup, je pense que on est quasiment tout bon. Maintenant on va partir, on va dire, dans la partie conseil, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Moi, si je peux vous donner mon conseil, si vous faites un setting Senseiya, déjà, moi je vous conseille très fortement de le faire avec Annie Was a Mistake. Alors, il va sortir normalement. Alors, je sais pas s'il va sortir cette année parce que j'ai fait partie des personnes qui ont eu, dire, le privilège de le tester, hein, donc avec Pierre et d'autres, donc notamment les joueurs, hein, certains joueurs qui jouent à cette table. Mon conseil, si vous voulez, si vous voulez vraiment faire un setting Senseiya, comme je l'ai dit, il vous faut déjà choisir un contexte, on va dire, géographico-politique, historique, vraiment pour vous situer, est-ce que vous faites ça en époque moderne, plutôt au Moyen-Âge, éventuellement Renaissance, hein, soyons fous, pourquoi pas. Donc, établissez déjà bien le cadre de votre univers et qu'est-ce que vous voulez faire jouer aux joueurs. Moi, j'ai choisi comme divinité Artemis, faire jouer des chasseresses. Et vous, vous allez peut-être pouvoir, en un moment, peut-être envie de faire jouer, je sais pas, des spectres d'Hadès. Euh, Ça pourrait même être très intéressant parce que autant moi, les deux catégories de types de personnages qui sont disponibles, c'est soit des personnages qui sont originaires du sanctuaire d'Artémis, ou soit des personnages qui viennent de l'extérieur. Mais là, par exemple, si vous faites jouer, admettons, des spectres, ça pourrait très bien être dans un cadre mythologique, bah, des anciens héros, type Ulysse, voilà, qui seraient en enfer et qui du coup serviraient à Hadès, ou ça peut être très bien des mortels, du coup, qui viennent bah, de l'extérieur, qui ne sont pas morts du coup, mais qui, bah, on va dire par un concours de circonstances, qu'ils aient accepté ou pas, bah, vont servir le Seigneur des Enfers. Ça pourrait être par exemple les cas, on va dire, d'Orphée dans la mythologie, hein, qui est descendu en enfer pour donc secourir Eurydice. Bah, lui, il pourrait très bien, imaginons dans un setting, bah, décider de rejoindre pour X raison. Justement, ça pourrait être, voilà, on va dire qu'il pourrait vouloir, parce que qu'on l'a vu hein, dans la série, malheureusement, voilà, il peut pas aller la récupérer parce que du coup, il s'est retourné. Je crois, dans la mythologie, voilà, alors qu'il ne devait pas la regarder avant d'avoir atteint le sommet, mais là, vous pouvez modifier ça et éventuellement dire qu'ADS lui donne une deuxième chance en le servant, etc. Ça pourrait être d'ailleurs très sympathique, hein, dit comme ça. Ouais, en vous parlant, ça m'arrange, j'ai d'autres idées qui me viennent en tête pour un scénario, et ça me fait penser à un truc, écrivez. Écrivez, ayez toujours avec vous, même si vous n'êtes pas fan d'écrire sur du papier, écrivez. Écrivez des notes, même des trucs tout cons, genre des petites phrases, des petites idées, et quand vous allez les relire, voilà, les idées vont s'enchaîner, et il faut vraiment, parce que du coup, après vous allez oublier, enfin en tout cas moi j'ai pas une super mémoire et j'oublie souvent, donc écrivez, dès que vous avez des idées, je sais pas, vous êtes chez le dentiste, je vais me dire une bêtise, chez le médecin, vous avez une idée, prenez votre téléphone, clac, 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 vous notez ça dans votre bloc-notes, voilà. Ça c'est vraiment, en tout cas pour moi je trouve important. Et au-delà du setting, de façon générale, quand vous préparez une campagne,
Donc, alors moi j'ai tendance à être, à faire, au départ j'avais tendance à faire beaucoup de préparation, bah, genre ça me prenait un temps monstrueux quoi. Et à la fin de la campagne je me suis rendu compte, merde en fait les joueurs n'ont pas utilisé 60%, 70% de ce que j'ai utilisé, donc une bonne préparation en amont c'est important. Après libre à vous si vous voulez utiliser les différents outils, type là j'utilise Roll20, vous pouvez aussi utiliser Foundry, hein. Alors il est plus compliqué mais il est quand même bien mieux, hein, on va pas se mentir, au niveau de l'optimisation des fiches, et on va dire de ce que vous pouvez vous mettre. Faut mettre une musique de fond. Moi j'aime bien mettre des images. Alors après il y a on va dire des joueurs qui préfèrent peut-être faire ça vanilla, on va dire à l'ancienne, sans illustration et tout. Moi j'aime bien justement en mettre. Alors dans l'univers de Senseiya, contrairement à d'autres jeux, comme Donjons et Dragons, vous n'êtes pas obligé de faire des battle maps extrêmement poussées, hein. Par exemple, si vous faites une bataille dans une forêt, bon bah tapez sur Pinterest map JDR forêt, et vous mettez une map de forêt quoi, hein. Cassez pas trop la tête là-dessus. Voilà, dans un setting Sensei, il faut vraiment que ce soit des descriptions de combats narratifs plus qu'autre chose, plus que vraiment des je me déplace, j'attaque, je fais 30 de dégâts, 12 il a 12 ans de défense, etc. etc. Enfin, c'est pas du tout l'esprit, faut respecter un minimum, je pense, l'esprit du manga. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Ouais, essayez d'être quand même assez souple avec les joueurs, de pas être, on va dire, psychorigide. À la limite, prenez-les avec quand vous créez l'univers, si vous n'avez pas trop d'idées, pour on va dire, les impliquer un peu plus de temps, et puis bon, hein, on va dire qu'à 3, 4, 5, ça dépend combien de joueurs vous prenez, cerveau, hein, on est toujours plus efficace que tout seul. Si vous débutez, même de façon normale, j'ai tendance à penser que 3, 4 joueurs maximum, c'est bien de façon générale, surtout pour Senseiya, parce que sinon ça peut être très long dans le sens où normalement, si on respecte les règles de la chevalerie de Senseiya, les combats c'est en 1 contre 1. Donc si vous avez 4 joueurs et que vous devez vous farcir à chaque fois les... Ouah, le premier joueur, ok, bah, le problème c'est que le temps que vous fassiez jouer les 3 autres et que vous reveniez à lui, ça risque d'être un petit peu long quoi, donc... moi, je pense que 3 c'est l'idéal. En tout cas, moi, comme je masterise, ça tourne très bien à 3. À 4, je pense que ça risquerait un petit peu de ralentir. Bon, il y a des joueurs que ça dérange pas d'attendre, hein, qui sont peut-être plus même spectateurs que vraiment acteurs. Ça, c'est un aspect qui est aussi à prendre en compte, même de façon générale dans vos parties de jeux de rôle. Le problème, c'est qu'il y a aussi des systèmes qui sont plus lourds que d'autres. Et si vous débutez, vous allez vous casser les dents. Voilà, donc. Par exemple, si vous faites du Cthulhu, que vous commencez, bon, c'est pas la meilleure idée, mais après ça peut être intéressant justement de se casser les dents et de rebondir, parce qu'au moins, quand vous faites des erreurs, enfin, si vous apprenez de vos erreurs, c'est très positif et c'est pour moi en tout cas la meilleure des formations. Donc, pour revenir à ce que je disais sur le fait de pas trop préparer, faites une base, mettez quelques notes, quelques idées, laissez les joueurs interagir avec votre univers, et en fonction de ce que les joueurs font, eh ben, par exemple, moi, je fais jouer une fois par semaine, mais bon, il y a des fois où les joueurs peuvent pas, moi je peux pas, donc on décale de la semaine d'après. Une semaine, au-delà de si vous avez des responsabilités familiales, un boulot, ça permet de réfléchir et de travailler sur des petites scènes. Par exemple, ah attendez, ils ont vu ce PNJ là, est-ce que la fois d'après ils vont décider de le suivre ou pas? Et comme ça, vous pouvez tout doucement, euh, on va dire, avancer en même temps qu'eux et préparer, on va dire, certaines scènes. Moi j'ai tendance à penser que entre 3 et 5 scènes par partie, c'est pas mal. Après évidemment, hein, faire quelque chose en open world, entre guillemets, ou plutôt quelque chose en ligne directrice, c'est beaucoup plus difficile et ça demande plus de préparation. Mais même pour vous, vos joueurs, c'est, je pense, beaucoup plus gratifiant de se dire, voilà, on peut faire ce qu'on veut, et de pas avoir cette sensation de, voilà, le MJ nous balance son scénario et on est obligé de le suivre comme des gros idiots, même si, bon, en Sinclair, ça pourrait être legit, hein. Basiquement, si vous faites les 12 maisons, bon, bah, y a pas un moment où il va se dire, ah tiens, je descends prendre l'apéro avec Shaina et compagnie, avec Marine et tout, donc voilà, ça c'était mon petit conseil. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées bah, pour aider ceux qui débutent, ou même ceux qui, pas forcément ceux qui débutent, hein, de façon générale, pour créer des parties. Je pense qu'après cette vidéo-là, vu elle va pas être très longue, je pensais qu'elle serait un petit peu plus longue que ça, je vais vous mettre déjà deux choses. Déjà de une, je vais vous mettre l'introduction vraiment à l'univers, c'est-à-dire ce qui se passe avant de la campagne, et puis je me suis amusé à faire une petite intro en mode opening. Alors, vu mes compétences techniques, c'est un truc vraiment bateau, hein. Mais bon, je me suis dit que pour l'occasion, voilà, on fait un setting Senseiya, c'est bien d'avoir au moins une bonne petite intro à l'ancienne, quoi, avec une musique saseiyanesque.
Donc je vous laisse découvrir ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En des temps anciens et reculés, alors qu'ils venaient tout juste d'asseoir leur domination sur le monde après la défaite des Titans, les Olympiens fixèrent des règles et des lois, notamment l'interdiction de se dévoiler aux mortels et de s'unir à eux. Il ne fallut pas attendre bien longtemps avant que certains d'entre eux ne trouvent des stratagèmes et des ruses pour contourner les règles qu'ils avaient eux-mêmes fixées, et ce par des moyens, disons-le, plus ou moins subtils. Un dieu très habile pour contourner les lois et les règles qu'il avait lui-même fixées fut Zeus, le roi des dieux, le seigneur de l'Olympe, qui trompa son épouse Héra bon nombre de fois, s'attirant l'inimitié de cette dernière. Quand on y repense, c'est assez ironique que Zeus s'attire les foudres de son épouse Héra. Cette dernière ne comptait d'ailleurs pas en rester là, et elle s'arrangea de façon subtile et pour entraîner de façon indirecte la mort de bon nombre des enfants mortels de Zeus ou de ses amantes d'un soir, et ce, même si les jeunes femmes n'étaient pas au courant de la tromperie et de la supercherie du roi des dieux. Cependant, un jour, Zeus séduit une jeune nymphe, une très belle nymphe du nom d'Eurydice. Cette dernière faisait partie de l'entourage de la déesse Artémis, déesse de la chasse et de la virginité, et cette dernière avait fait vœu de chasteté envers sa maîtresse. Malgré son déguisement avec lequel il avait séduit la jeune nymphe, rien n'échappa au regard de la déesse de la chasse dans son propre domaine, qu'elle le voie de ses propres yeux ou que la nature lui rapporte ce qui s'y passe. Quand elle apprit ce qu'avait fait la nymphe, elle entra dans une colère sourde et la fit convoquer pour savoir ce que la nymphe avait à dire pour sa défense. Cependant, Zeus s'était épris d'amour pour la jeune nymphe, et craignant pour sa vie, il décida d'envoyer rapidement l'un de ses messagers, un homme vêtu d'une étincelante et magnifique armure d'or blanc, laquelle possédait des ailes, rappelant ceux des anges. Mais à peine celui-ci eut mis les pieds dans le domaine de la déesse Artémis, qu'il prit une flèche cosmique de cette dernière, qui envoya rapidement le serviteur de Zeus dans le royaume des morts. Durant son procès, Eurydice s'avoua et regretta avec sincérité ce qu'elle avait fait. Et s'il y a bien une chose que la déesse de la lune apprécie, c'est l'honnêteté et la sincérité. Du coup, malgré sa colère, elle pardonna en partie la jeune nymphe qui n'avait pas cherché des excuses durant son procès. Cependant, elle la condamna durant plusieurs saisons à ne plus jamais pouvoir profiter du printemps et de l'été, mais uniquement de l'automne et de l'hiver. Durant les 2 premières saisons de l'année, elle devrait rejoindre les enfers et se joindre aux lampades, les nymphes du royaume infernal. Une punition difficile pour une nymphe, mais juste selon la déesse. Mais Artémis ne comptait cependant pas en rester là. Elle convoqua l'assemblée des dieux pour que Zeus réponde de ses actes. L'assemblée fut convoquée et rapidement le ton monta. Zeus accusa la déesse Artémis d'avoir mis fin au jour d'un de ses serviteurs, et ce sans raison. Ce à quoi la déesse de la chasse affirma qu'il n'avait pas à se mêler de comment elle jugeait les chasseresses sur son propre domaine. Évidemment, les dieux commencèrent à s'échauffer, certains accusant d'autres sur des affaires passées, et en dévièrent rapidement de la discussion principale, et ce, au grand bonheur de la déesse de la discorde Eris, qui se frottait allègrement les mains. Évidemment, certains dieux et déesses restèrent neutres ou essayaient de calmer la situation, mais sans vraiment beaucoup de succès. Et puis, Zeus se leva de son siège et tira l'un de ses éclairs de foudre pour le lancer sur Artémis, qui n'avait cessé de le provoquer jusqu'alors. Artémis recula d'un simple pas sur le côté, d'un geste noble et gracieux, devant le regard surpris et médusé du dieu de l'Olympe. Elle s'adressa alors à lui. « Tu es devenu faible, dieu des dieux, et tu ne tiens sur ton trône que par la force de ceux qui veulent bien t'y laisser comme roi, » dit-elle avant de reprendre d'une façon plus amusée. Et il faut croire que les banquets t'ont rendu gros et impotent, dieu des dieux. Zeus en fureur la regarda avec rage, et alors que son cosmos augmentait en puissance, il se leva de son trône d'or et affirma avec une voix rappelant le grondement du tonnerre.
Qui es-tu pour t'opposer au dieu des dieux, Artémis? Si j'ai envie de quelque chose, je le prends. Et si c'était à refaire, je le referai. Et puis, Zeus n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'une flèche en or le frôla au niveau de sa joue qui saigna abondamment. Et quand sa main essuya le sang qui coulait de long de sa joue, et qu'il se rendit compte de ce qui venait de se passer, il fut pris de terreur, et la peur pouvait se dessiner sur son visage. Non loin de là, le cosmos d'Artémis, déesse de la chasse, resplendissait de plus belle, avec une intensité encore rarement vue jusque-là. Elle était là, fière, son arc de chasse en main. Il était bien sûr interdit aux dieux de tirer les armes dans leur demeure sur l'Olympe, surtout lors d'un tribunal. Mais pour le coup, ici, c'est Zeus qui avait entamé les hostilités, et c'était exactement ce qu'Artémis avait désiré. Elle s'adressa alors à lui. « Prends garde, Zeus », dit-elle avant de regarder l'assemblée divine, avant de tourner à nouveau son regard sur le dieu des dieux. « Je ne rate jamais ma cible, sauf si je le désire, et la prochaine fois que tu me manques de respect à moi ou à mes chasseresses, dit-elle en plaçant une autre flèche sur la corde de son arc, en tirant la corde légèrement vers l'arrière, comme si elle allait décocher une nouvelle flèche. La prochaine finira directement dans ta tête. Me suis-je bien fait comprendre? On pouvait lire dans le regard du dieu des dieux de la haine et de la peur. Et son cosmos semblait instable alors qu'il emplissait la pièce pour venir se briser contre celui de la déesse Artémis, qui lui dégageait de la colère, mais une colère sereine et contrôlée, et en cela le dominait très largement, que ce soit en termes de puissance ou de maîtrise, ce qui, dans l'assemblée, en étonna beaucoup. Zeus, celui qui avait vaincu le plus puissant des titans, était-il sur le déclin? Dans l'ombre, Eris jubilait en se frottant les mains tout en portant à ses lèvres une coupe remplie d'ambroisie. Ce nectar divin ne lui avait que rarement paru aussi délectable. Il eut un grand moment de silence, et aux côtés de la déesse Artémis arriva Héra, puis Déméter, qui restèrent silencieuses, mais dont la position affirmèrent clairement leur soutien à Artémis. La déesse de la chasse rangea son arc avant d'affirmer « Je vais me retirer de ce conseil », dit-elle avant de regarder Héra et Déméter avec un regard plein d'empathie et de douceur, en inclinant légèrement la tête à leur encontre, comme pour les remercier. Puis elle tourna son regard à nouveau vers l'assemblée divine. « Enfin, nous allons nous retirer de ce conseil, étant donné que celui-ci ne sert à rien. S'il ne peut même pas juger une affaire aussi simple. » Poséidon, le dieu des océans, se leva de son trône pour s'adresser à la déesse Artémis sur un ton bien plus calme et mesuré que celui de son frère Zeus. « Enfin, Artémis, tu n'y penses pas. Cela n'est jamais arrivé depuis que ce tribunal a été créé. Je te remercie de ta sollicitude, Poséidon, dieu des océans, mais je n'ai qu'une parole, contrairement à certains ici, dit-elle en foudroyant Zeus du regard et en regardant intensément d'autres divinités, puis elle reprit la parole en regardant Poséidon. « Ma décision est irrévocable. De plus, mon domaine va quitter le monde des mortels auquel il est attaché, afin que vos enfants mortels cessent de faire souffrir la nature et ses animaux, ainsi que d'autres créatures. » Dans l'assemblée divine, il eut un long moment de silence, et aucune divinité n'osa rien dire. Artémis avait le soutien d'Héra, la femme de Zeus et de Déméter, la déesse de la nature et des moissons, et d'autres divinités, mais qui ici n'avaient pas osé intervenir pour le moment. Cependant, l'autorité de Zeus fut remise en question, et beaucoup de divinités commencèrent à remettre en question sa légitimité à régner. Celui qui était connu pour être le plus sage et le plus puissant des dieux, n'était-il aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même ?